Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de passer une quinzaine de minutes avec vous pour effectivement vous parler ce qui est en train de transformer et ce qui va continuer à transformer le search dans les années à venir. On sait que l'usage des moteurs de recherche est incroyablement important dans la vie quotidienne de vos consommateurs, raison de plus pour s'intéresser à ce qui va fondamentalement changer les expériences de recherche, ce qui va impacter le SEO et ce qui va impacter aussi les pratiques marketing, comme on va le voir très vite. Je vais donc passer en revue trois grandes tendances. La première, c'est l'intelligence artificielle. La deuxième, c'est tout ce qui concerne le respect de la vie privée et la gestion des données personnelles. Et enfin, la troisième, c'est tout ce qui concerne la surcharge de données et d'informations. Donc, je vais commencer par la première grande tendance, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous connaissez tous l'IA pour classer des contenus. Donc, vous allez sur Google, vous tapez une requête et vous obtenez une liste de résultats définis par l'algorithme de Google qui contient de plus en plus d'intelligence artificielle, notamment pour résoudre le problème de l'adéquation entre une recherche et une réponse affichée. Mais pourtant, si vous allez sur le site web que je viens d'afficher à l'écran, vous voyez la personne que vous voyez à l'écran, là, Barry, en fait, cette personne n'existe pas, son portrait a été généré par une intelligence artificielle, et j'irai même plus loin, tous les articles du blog que vous voyez sous les yeux ont été écrits et générés par une intelligence artificielle. Alors peut-être certains d'entre vous ont-ils entendu parler cet été d'une application qu'on appelle GPT-3. GPT-3, c'est la troisième version d'une application informatique qui a été créée par une jeune start-up, qui a été créée en 2015 par Elon Musk. Et c'est précisément la version 2 qui a permis de créer le blog dont j'ai parlé à l'instant. Et pour faire simple, GPT-3, en fait, est une IA qui est basée sur un immense réseau de neurones qui est capable, entre autres, de générer des textes et des articles si bluffants qu'un jeune étudiant de l'université de Berkeley, un étudiant en informatique, l'a utilisé pour créer et générer des articles, des faux articles de blog qui ont en fait trompé des dizaines et dizaines de milliers de personnes. En fait, les articles étaient si bien écrits que l'un d'eux a même réussi à se classer premier dans un agrégateur d'informations qu'on appelle Hacker News. Et une seule personne a demandé si l'article avait été écrit par une IA. Et ce qui est assez drôle, c'est que la personne qui a demandé si ça avait été écrit par une IA s'est vue attaquée par ses congénères pour en fait son manque d'éclectisme en matière de style littéraire. Alors, pourquoi je parle de tout ça en fait ? Pour une raison très simple, nous sommes très proches d'un futur où la quantité d'informations disponibles sur le web va littéralement exploser. Aujourd'hui, elle double en gros tous les 2 ans. Et vous avez un concept aujourd'hui qui est sur les lèvres de tous les professionnels du SEO et qu'on appelle le concept d'EAT. Pour faire très simple, Google déterminera de plus en plus dans le futur la pertinence des contenus en prenant 3 critères. Le critère de l'expertise, le critère de l'autorité et le critère de la confiance, c'est-à-dire le critère de la fiabilité. Or, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qu'il en est de ce concept d'EAT dans un contexte de production automatique des contenus par des IA, où il sera de plus en plus difficile de faire la différence entre des contenus et des articles écrits par une intelligence artificielle et des contenus et des articles écrits par des humains. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les algorithmes des moteurs de recherche sont incapables aujourd'hui de faire la différence. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au cœur de l'évolution des moteurs de recherche. Et on va dire que la partie la plus visible de cette évolution, c'est naturellement l'adoption massive des assistants vocaux. Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui aussi est en train littéralement de faire changer nos comportements de recherche grâce notamment aux avancées extraordinaires qui ont été réalisées dans le domaine du traitement automatique du langage naturel et notamment en ce qui concerne la compréhension de ce qu'on appelle des requêtes dites conversationnelles. Et enfin, l'IA est en train littéralement également de faire changer ce qu'on appelle la long tail. Et oui, si on est en capacité de produire toujours plus de contenu, on va voir croître de façon exponentielle l'espace sémantique de domaines d'activité donnés. Donc je pense par exemple à la santé, à l'alimentation, la mode, comme l'assurance, la banque. Et par voie de conséquence, les moteurs de recherche seront en capacité également de répondre toujours plus précisément aux requêtes et aux questions posées par les consommateurs, quelle que soit la complexité des questions. Donc 3 choses à retenir sur cette première partie. La première, c'est que l'IA, ce n'est pas juste classer les contenus, mais c'est aussi créer et générer de plus en plus de contenus, donc ce qui va
provoquer une croissance exponentielle de la quantité de contenu disponible sur le web. La deuxième chose, l'IA est en train littéralement de façonner nos comportements de recherche, donc nous posons des questions en langage naturel plutôt que de taper des mots-clés. Et enfin, troisième chose très importante, l'IA va aussi contribuer à l'extension de l'espace sémantique de chacune des marques, et dans ce cadre, il va devenir absolument crucial de fournir à leurs algorithmes ce qu'on appelle des données de plus en plus structurées, chargées de sémantique, pour faciliter le travail de crawl de leurs algorithmes, la compréhension des contenus et la réponse à des questions qui vont devenir de plus en plus complexes. Ça, c'était le premier grand changement. Deuxième grande tendance, c'est tout ce qu'on appelle et tout ce qui tourne en fait de la privacy, c'est-à-dire la vie privée des personnes et également la gestion des données personnelles. Alors, regardez ce slide. C'est la croissance des dépenses publicitaires liées à des cookies aux États-Unis. Alors naturellement, si j'avais pris l'exemple de la France ou de l'Europe, on aurait des valeurs absolues qui seraient différentes, mais la courbe serait exactement la même. Et je vais maintenant superposer une autre information qui est ni plus ni moins que le nombre de lois qui ont été votées sur la protection des données personnelles pratiquement sur la même période. Et vous voyez, en moins ou un peu plus de 40 ans, en fait, on est passé de 9 lois, rappelez-vous, 1979, c'était la naissance de la CNIL, la première loi informatique et liberté, à aujourd'hui 134. Et s'il y avait encore des doutes sur l'importance de ces thématiques, de respect de la vie privée, je rappelle juste, très récemment, c'était en juillet de cette année, l'invalidation par la Cour de justice de l'Union européenne du Privacy Shield. Je rappelle que le Privacy Shield, c'était un accord qui encadrait le transfert de données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis. Ce qui est en fait hallucinant ici, c'est de voir combien en fait la publicité liée aux cookies en fait est devenue aussi importante au fil des années. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je parle aussi de tout ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une véritable corrélation entre les taux de rebond enregistrés sur la majorité des sites web aujourd'hui, on parle environ de plus de 50% de taux de rebond, à l'usage des cookies tiers. Alors je m'explique, je vais prendre un exemple très simple d'un customer journey type. Imaginez une personne qui va sur un moteur de recherche, qui tape une requête, qui obtient une réponse et qui se rend par exemple sur votre site web. Peut-être va-t-elle trouver l'information qu'elle recherche, mais la vérité, c'est que dans la majorité des cas, en fait, elle retourne sur Google pour poser une autre question parce qu'elle n'a pas trouvé l'information qu'elle recherchait. Alors, que faites-vous et que font la majorité des marques? Eh bien, elles envoient leurs données, toutes leurs données, à des plateformes d'achat média pour finalement produire quoi? Eh bien, des dizaines et des dizaines de millions d'informations qui sont là pour cartographier le parcours web de personnes, pour finalement faire quoi à l'arrivée? Pour essayer de faire revenir les personnes sur le site web de la marque. Et donc, sur les 20 dernières années, le saint graal du marketing, ça a été ça. Ça a été en fait délivrer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Or, il s'avère que c'est complètement contre-productif avec le temps et que finalement, les personnes n'aiment pas se sentir traquées en permanence. Donc, délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment, eh bien, cela ne peut pas se faire au détriment des personnes. Et donc, en décembre 2019, vous avez le Gartner qui a annoncé que près de 80% des professionnels du marketing allaient abandonner leur effort en personnalisation avant l'année 2025. Alors, je sais, le Gartner disait exactement la même chose, ou plutôt le contraire même, 5 ans auparavant. Mais ce dont il est question ici, en fait, c'est l'anticipation de la disparition progressive des cookies tiers et certainement l'émergence d'un type de marketing un peu plus éthique qui ne reposerait pas seulement sur la collecte massive de données personnelles et la disruption permanente du parcours client. Et c'est pour cette raison qu'à la suite de Mozilla, à la suite de Apple, eh bien Google a annoncé, je crois que c'était en début d'année, la disparition des cookies tiers directement dans leur navigateur à horizon 2022. La vérité, c'est que si je tape par exemple la requête que vous voyez à l'écran, donc je recherche un hôtel à Milan qui a une salle de gym et qui accepte les animaux de compagnie. Eh bien en fait, dans cette requête, vous avez toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin sans avoir à me traquer pendant 6 mois. Vous savez que j'aime le sport, vous savez que j'ai un animal de compagnie et vous savez également que j'ai l'intention de me rendre à Milan pour y passer un séjour, plus
mon intention de recherche. Et tout ça est directement contenu dans la requête que vous voyez à l'écran. Donc 3 choses à retenir de cette deuxième grande tendance. La première, c'est que vous allez certainement devoir reconsidérer la façon dont vous dépensez aujourd'hui vos budgets marketing, et voire même, j'irai plus loin, reconsidérer certainement certains schémas de pensée qui vous aident à penser ces opérations marketing. Je pense aux notions de persona, je pense aux notions de tunnel de conversion, et voire même la façon dont vous concevez un customer journey type. Et d'ailleurs, je vous renvoie à cet effet à la lecture d'un livre blanc, très bon livre blanc qui vient d'être édité par Google en juillet et qui s'appelle le Messy Middle. Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer les principales théories qui sont énoncées dans ce livre blanc. Deuxième grand changement, vous êtes bien plus à même aujourd'hui de rencontrer vos clients en leur fournissant des expériences de recherche à chacune des étapes de leur parcours client, sans avoir à les traquer en permanence. Et enfin, la troisième chose, les knowledge graphs, lorsqu'ils sont associés au moteur de NLP, sont la meilleure façon de répondre à toutes les questions possibles et inimaginables que se posent vos consommateurs lorsqu'ils sont sur Google ou Bing, mais surtout aussi également lorsqu'ils se trouvent sur votre propre site web. Ce qui m'amène à ma troisième grande tendance et dernière grande tendance, tout ce qui tourne autour de la surcharge de données et d'informations. Donc regardez encore une autre frise. Sur ce slide, vous voyez le nombre de sites web qui ont été créés sur ces 20 dernières années. On est passé de 17 millions à 1,8 milliard de sites web. Ce chiffre est tout simplement vertigineux. Et je vais maintenant croiser une autre information. Ce sont tous les changements qui ont été opérés dans la page de résultats de Google sur la même période. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la façon dont Google ou a fait évoluer son moteur de recherche pour répondre au fameux défi du big data. Et on peut remarquer 3 choses. La première, c'est le passage de moteurs de recherche à des moteurs de réponse. On a assez insisté sur ce point, c'est-à-dire le fait de renvoyer des réponses directes plutôt que des liens bleus. C'est tout le travail qui est fait au niveau de l'anatomie des pages de résultats de Google. Deuxième grand changement, c'est l'introduction, dès 2008, de ce qu'on appelle l'autocomplétion. Et dans l'esprit de Google, l'autocomplétion, c'est tout simplement donner la possibilité aux personnes de poser des questions toujours plus facilement et toujours plus rapidement. La voix et les interfaces vocales dont tout le monde parle aujourd'hui s'inscrivent exactement dans cette logique. Et lorsque Google a commencé à avancer en fait de plus en plus vers des réponses directes, une nouvelle chose est arrivée très intéressante et qu'on appelle les People Also Ask. Donc ces boîtes que vous voyez affichées à l'écran apparaissent quasiment sur 8-9 requêtes sur 10. Et que se passe-t-il quand vous cliquez sur une question ? Vous obtenez la réponse et Google rajoute 2 ou 3 questions supplémentaires et ainsi de suite, quasiment jusqu'à l'infini. Ces questions sont reliées entre elles, elles sont dynamiques, comme si le moteur de recherche souhaitait tout simplement pouvoir répondre à toutes les questions possibles et inimaginables que vous vous posez sans avoir à régénérer une page avec de nouveaux liens organiques. Donc ça, c'est un point très important. Et pour encore illustrer ce que je viens de dire, regardez les chiffres à l'écran. D'un côté, donc sur la gauche, vous avez le nombre de pages visibles sur le site de Nike, et sur la droite, vous avez le nombre de pages visibles qui parlent de Nike, qui sont autour de Nike, mais sur des sites Internet tierces. Eh bien, à raison de 1 page par seconde, il vous faudrait en gros 15 jours pour lire les pages sur le site de Nike, mais 60 ans pour lire les pages qui parlent de Nike, mais qui ne sont pas contrôlées directement par Nike. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Eh bien, que la source d'autorité, souvenez-vous du concept d'EAT, la source d'autorité des informations disponibles sur le web va devenir un enjeu absolument majeur pour les marques dans les années à venir. Donc, 3 choses à retenir de cette troisième tendance. Premièrement, vos consommateurs sont noyés sur les données, donc leur attention est sans arrêt sollicitée. Deuxième chose, le nombre d'informations et de données qui ne sont pas directement contrôlées par les marques ne font que croître de façon exponentielle. Or, ce que recherchent vos consommateurs et les moteurs de recherche également, ce sont des informations qui font autorité. Et donc, on peut imaginer une nouvelle étape dans l'histoire du search qui consisterait en une sorte de décentralisation où les personnes ne se contenteraient plus de poser leurs questions exclusivement sur Google ou Bing, mais où les marques seraient en capacité de fournir des expériences de recherche exceptionnelles
sans avoir à traquer les consommateurs et sans avoir à collecter des cookies tiers. Et ma troisième point, en résumé, qui résume un peu tout ce que j'ai dit, ce qu'attendent vos consommateurs, c'est que vous soyez en capacité de répondre à toutes les questions possibles et inimaginables qu'ils se posent, et en particulier lorsqu'ils se trouvent dans leur Customer Journey, dans les phases d'exploration et dans les phases de sélection, c'est-à-dire entre le moment où il émerge un besoin et le moment où ils prennent une décision d'achat. Et si vous voulez approfondir tous ces points, je vous renvoie dans 1 heure au workshop qui va être animé par Jimmy Barras. Merci beaucoup.